Il y a quelques semaines, en annonçant sa candidature, Jean-Luc Mélenchon a tout simplement lancé la campagne présidentielle pour 2027. Mais comment la France insoumise va-t-elle faire face aux mastodontes médiatiques bourgeois qui leur tirent dessus en permanence? Entre les sondages bidons, les mensonges, les ingérences et bientôt l'intelligence artificielle, quelle est la stratégie insoumise? Et ensuite, une fois au pouvoir, on fait comment pour démanteler les cartels médiatico-industriels? C'est toutes ces questions essentielles que nous allons poser à notre invité exceptionnel du jour. Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Exceptionnel. Si, dans moins d'un an, tu es ministre de quelque chose là, donc c'est pas mal. Ouais, bah on est censé être tous ministres, mais Ah ouais, putain, ça fait beaucoup. Hein. ça fait beaucoup de ministres. Est-ce que tu peux te présenter là vite fait là pour les gens qui ne te connaîtraient pas ou qui ont juste ta tête vite fait là à la télé? Alors, je suis Antoine Léaumont, je suis député de la 10e circonscription de l'Essonne. Vous êtes d'ailleurs dans ma permanence aujourd'hui, et à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et j'ai été pendant 10 ans le responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Donc je m'occupais de ses réseaux sociaux de 2013 à 2022 avant de devenir député. Et je pense que si vous m'avez invité, c'est parce que j'ai fait un rapport sur l'organisation des élections en France, sur les risques qui pèsent dessus, les ingérences notamment, et sur la question des sondages qui vient un peu au centre de l'actualité. Donc voilà, je suis ça. Quand on parle de la France insoumise au canard, c'est souvent parce que vous êtes dans des sauces Eh de fou, non, genre Rima Hassan avec la drogue qu'elle a dans son sac, mais en fait c'est pas du tout de la drogue et que c'est juste un truc inventé. T'avais l'affaire Epstein. Enfin, j'ai l'impression qu'en permanence les médias essaient de vous tirer dessus, que vous êtes un peu dans la polémique tout le temps. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça en tant que force politique? C'est toujours un peu difficile de se dire qu'il y a de toute façon une partie de l'officialité qui va te détester et qui va considérer que quoi que tu dises en fait, tu seras considéré comme un méchant, un horrible, un terrible. Enfin, franchement, les insultes qu'on reçoit, islamistes, moi j'ai eu même complice des terroristes, enfin des choses désagréables à ce niveau-là, quoi. Mais à partir du moment où tu as fait tomber l'appréciation positive, a priori, que tu avais sur ces médias, bon, bah après c'est beaucoup plus facile. Ils nous tapent dessus, très bien, c'est sans doute que, c'est sans doute que on est un petit peu effrayant pour ce système médiatique, ça me va. Et maintenant, je prends avec humour les polémiques qui s'adressent à nous. Au bout d'un moment, je pense que ça participe même de notre renforcement. C'est-à-dire, les gens se disent non, mais là, c'est trop, quoi. Enfin, Et l'immense avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils à notre disposition. Et ça, pour le coup, c'était mon travail d'essayer de construire des outils. Enfin, je continue à le faire, hein, d'essayer de construire des outils qui nous permettent d'être autonomes. Moi, j'ai la capacité maintenant de donner mon point de vue sur un sujet sans passer par le système médiatique, et ça va même faire plus de vues en fait que si je le faisais dans un média traditionnel, quoi. Pendant très très longtemps, vous étiez là en mode oui, les sondages c'est des horoscopes, patati patata. Et pourtant, là, les sondages ils sont plutôt favorables et vous faites un peu la com dessus. C'est incroyable comme Mélenchon au second tour. Là, on vient de l'apprendre, un sondage qui est tombé. Et la veille ou l'avant-veille, c'était un Mélenchon à 16% qui rattrapait Édouard Philippe là. On a l'impression qu'il y a une dynamique qui est très forte quand on regarde ces sondages, mais en même temps on se méfie parce que c'est basé sur peut-être pas grand-chose. Comment est-ce que vous faites la part des choses entre la dynamique que vous arrivez à impulser dans votre campagne et ces sondages-là qui, on aimerait les croire, mais on est un peu méfiant aussi? Enfin, dans ma formation universitaire, j'ai fait Paris 1 comme fac. On est très bourdieusien à Paris 1, donc on part d'un principe qui est l'opinion publique n'existe pas, et en fait les sondages sont des artefacts qui viennent construire à un moment donné l'opinion publique. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des acteurs dans ce champ sondagier qui sont convaincus de la véracité de ce qu'ils racontent. Ils sont convaincus d'être en train de faire quelque chose qui... Bon, ils savent que c'est pas tout à fait de la science parce que c'est pas de la science statistique, c'est quelque chose d'approximatif, mais à peu près on s'approche de quelque chose qui peut donner des grandes tendances. Et en cela, ils n'ont pas forcément tort, je préfère le dire tout de suite, c'est-à-dire que de fait, ils arrivent un petit peu à capter des dynamiques, à capter des orientations globales, ça peut se produire. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils sont vraiment nuls pour constituer leurs échantillons initiaux. Et on ne peut pas leur en vouloir, et je vais l'expliquer d'une manière très facile, mais il est assez logique que des gens qui sont abstentionnistes aux élections intermédiaires et qui vont voter qu'à l'élection présidentielle, ou qui même d'une manière générale sont généralement abstentionnistes, ne participent pas
au questionnaire des instituts de sondage. Je veux dire, ça fait assez sens que des gens qui ne trouvent pas d'intérêt à aller voter des élections trouvent encore moins d'intérêt à répondre à des instituts de sondage. Et en fait, cette simple phrase-là, ce simple élément-là, il a des conséquences majeures sur la structuration de ces échantillons. Et moi, c'est ce que j'ai voulu vérifier avec cette commission d'enquête. On est allé récupérer des documents inédits, jamais publiés nulle part. Il n'y a que les instituts de sondage qui l'ont et la commission des sondages. Et moi, je me suis rendu à la commission des sondages pour récupérer les données brutes. J'espérais récupérer ça. J'ai même pas récupéré ça, parce que la commission des sondages n'a pas les données brutes des instituts de sondage. Alors là, je tombais des nues, mais en fait, même la commission des sondages n'est pas en capacité de vérifier la qualité ou la non-qualité des sondages. Mais j'ai récupéré quand même un truc que les autres gens n'ont pas, c'est ce qu'ils appellent les notices experts. Alors si vous allez regarder dans mon rapport de commission d'enquête, vous en verrez quelques exemples. Et dans ces notices experts, il y a quand même plus d'informations que ce qui est publié, et ça permet de, disons, vérifier certains éléments, notamment le fait que parfois vous avez des sondages qui sortent et qui sont prétendument sur 1000 personnes, et où à la fin, le pire que j'ai vu, je crois, il y avait au final 431 répondants réels au sondage. Donc on nous dit sondage sur 1000 personnes, le nombre de répondants réels à la fin sur lequel on fait des pourcentages, c'est 431. Et vous en avez encore moins évidemment dans un deuxième tour où potentiellement il peut y avoir beaucoup d'abstention.